Il y a 5 ans, en mars 2020, le monde s'est arrêté brusquement. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts. Du jour au lendemain, notre quotidien s'est résumé à des appels Zoom, des apéros visio, des commandes Amazon livrées à domicile, des drives, des soirées passées à scroller sans fin sur TikTok et parfois même réaliser des challenges tellement que tu t'ennuies. Oui, 5 années ont filé à toute vitesse, une véritable faille spatio-temporelle dans laquelle nos habitudes ont été bouleversées, laissant une marque indélébile. Alors, on est une chaîne de tech, on va pas parler de tous les impacts de la Covid et on va se concentrer sur les aspects qui touchent la technologie et les réseaux sociaux, pour des raisons évidentes. Depuis la Covid, le télétravail a été généralisé, puis abandonné. Nos dépendances technologiques mises en lumière, montée spectaculaire de certains réseaux sociaux, des plateformes comme TikTok, l'explosion de l'e-commerce, la démocratisation très rapide de l'intelligence artificielle, mais aussi la désinformation boostée par les algorithmes. Une chose est certaine, la Covid a changé notre monde en profondeur. Hello, moi c'est Sean Red et bienvenue dans ce commentary un peu particulier où on fait le bilan calmement en se remémorant comment ces 5 ans ont redessiné notre quotidien technologique. Installe-toi, respire un coup et prépare-toi à remonter dans le temps. Il y a 5 ans, ce passé qui personnellement me semble être hier mais qui est déjà rendu assez loin. En tout cas, si toi comme moi, tu as été marqué par la Covid, lâche un like, commente et surtout abonne-toi pour ne rien louper des prochains épisodes. Disclaimer. Alors, l'idée de cette vidéo, et je préfère pre-shot, l'idée n'est pas de propager une quelconque idéologie politique ou déterminer qui à l'époque avait raison ou non. Il y a d'autres chaînes et d'autres réseaux pour ça. La tech dans le cul, la nerd tech et commentary, on est là pour parler technologie. Et c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Avant la Covid, en 2019, seulement 9% des salariés français pratiquaient occasionnellement le télétravail et seulement 1% de télétravail intensif. Autrement dit, 3 jours ou plus par semaine. Mais en quelques semaines à peine, le confinement a fait exploser cette proportion à près de 30%. Le télétravail intensif est devenu la norme pour près d'un salarié sur 5, soit 18%, bouleversant complètement nos habitudes professionnelles et personnelles. Mais cette euphorie n'a pas duré. En 2023, le retour au bureau s'est imposé assez brutalement. Aujourd'hui, seulement 5% des Français travaillent encore régulièrement au télétravail intensif et près de 70% des entreprises imposent désormais des jours de présence obligatoires. Pourtant, une majorité des salariés tiennent à cette flexibilité acquise. En effet, 63% affirment même être prêts à changer d'emploi plutôt que d'abandonner totalement le télétravail. Et sur les réseaux, les gens sont clairement mitigés. Simple, les salariés sont pour le télétravail, les patrons contre. Les deux ont raison, chacun cherchant ce qu'il pense être le meilleur pour lui. Une bonne entreprise, c'est une équipe. Est-ce que ne jamais venir au bureau, c'est compatible avec l'esprit d'équipe? Tu veux être en full télétravail? Alors mets-toi à ton compte et assume ton choix au lieu de demander des privilèges. Fini la trompette en solo à la maison. Retour dans la vie réelle, les privilégiés. Pour que ça fonctionne bien, le télétravail doit être correctement encadré, non imposé, un nombre de jours clairement défini et des obligations de présence sur site à des moments clés pour les équipes. Quoi qu'il en soit, le télétravail aurait été une révolution temporaire, laissant place aujourd'hui à une réalité hybride encore fragile. Entre nostalgie et réalisme économique, l'avenir du travail est encore à écrire. Avant 2020, personne ne s'inquiétait vraiment d'où venaient les composants de nos appareils tech. Mais la crise sanitaire a révélé à quel point nous étions vulnérables face aux ruptures d'approvisionnement. En pleine pandémie, la pénurie mondiale de semi-conducteurs a paralysé des industries entières. 11,3 millions de voitures n'ont jamais été produites faute de puces. Smartphones, consoles comme la PS5, la Xbox Series et les ordinateurs, les cartes graphiques sont devenus introuvables pendant des mois, faisant prendre conscience à l'Europe de son immense dépendance à l'Asie, à la Chine et aux États-Unis. Face à ce choc, l'Europe a réagi en lançant le European Chips Act en 2002, investissant 43 milliards d'euros pour relocaliser et sécuriser la production de puces sur le continent d'ici 2030. De leur côté, les géants tech comme Apple, OpenAI, bien décidés à éviter une nouvelle crise, créent désormais leurs propres composants pour ne plus dépendre exclusivement des fournisseurs traditionnels. Mais soyons réalistes, mal
malgré ces efforts, la Chine, l'Asie et les US conservent encore une position dominante incontestable sur le marché mondial des composants technologiques. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo dessus. Alors certes, dans le cadre du conflit géopolitique avec les US, mais on parle de cette fameuse dépendance et de l'Europe. Donc allez la voir si vous voulez voir quelles sont les alternatives possibles. La crise Covid nous a réveillés brutalement sur notre dépendance, mais le chemin vers une véritable autonomie technologique reste encore très long. La pandémie a aussi radicalement changé notre façon de consommer. Avant la pandémie, les paiements sans contact représentaient seulement 41% des transactions par carte en Europe. En 2023, cette proportion a explosé pour atteindre près de 68% en France. Parallèlement, le e-commerce a connu une croissance spectaculaire avec un pic de 129 milliards d'euros en France en 2021, représentant 15% du commerce total contre 9,8% en 2019. Cette transformation ne s'est pas limitée à une simple augmentation des achats en ligne. Notre manière de consommer elle-même a changé, dominée par des géants mondiaux tels que Amazon, mais aussi de nouveaux acteurs plus agressifs comme Shein, Alibaba ou encore Temu. Ces plateformes chinoises ultra compétitives séduisent massivement grâce à leur prix très bas et une livraison rapide. Mais elles posent aussi des questions sur notre consommation responsable et notre dépendance accrue aux chaînes d'approvisionnement étrangères. En clair, la Covid, elle n'a pas seulement changé comment on achète, mais aussi ce qu'on achète et à qui on l'achète. Bon, il est possible que la baisse du pouvoir d'achat joue aussi un petit peu là-dedans, mais ça c'est clairement une autre vidéo pour un autre jour. Pendant les confinements successifs, enfermés chez nous, on avait tous ressenti, je pense, le besoin de pouvoir s'évader, de retrouver une forme de sociabilité. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui étaient contentes de pas voir du monde, mais de manière générale, la tendance est on voulait de la sociabilité. C'est précisément là que le concept du métaverse, notamment porté par Facebook, qui s'est renommé Meta, a semblé être la solution idéale. Un monde virtuel où l'on pourrait vivre, travailler, socialiser sans limite physique. Cependant, ce rêve ambitieux a rapidement tourné à la déception. Dès 2023, 62% des Français déclaraient encore ne pas comprendre l'intérêt concret du métaverse. A l'inverse, une autre technologie pendant ces 5 ans a littéralement explosé, c'est l'IA générative incarnée par le leader ChatGPT. Et là, c'est devenu une réalité bien tangible et surtout massivement adoptée. Lancée en 2022, cette technologie a atteint 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois. C'est énorme. Contrairement au métaverse, l'IA répondait directement à nos besoins quotidiens. Travailler, créer et se divertir efficacement. En clair, entre rêve et réalité, l'IA a largement pris le dessus. Avant la pandémie, TikTok était une simple application de divertissement populaire chez les adolescents, sans réel impact majeur. Un Musical.ly++ pour les connaisseurs. Mais pendant les confinements, tout a basculé. Entre 2019 et 2020, TikTok a connu une croissance spectaculaire en France, passant de 4,4 millions à près de 15 millions d'utilisateurs mensuels. Ce phénomène s'est accompagné d'une transformation profonde des comportements sociaux. Les défis viraux, les trends, les nouveaux stars de TikTok sont devenus des éléments centraux de la culture populaire. Aujourd'hui, l'influence de TikTok dépasse largement le simple divertissement. L'application est devenue un véritable levier politique soupçonné d'influencer l'opinion publique, en particulier chez les plus jeunes. Plusieurs gouvernements européens, préoccupés par le risque de manipulation électorale et d'espionnage par la Chine, ont ouvert des enquêtes et envisagent sérieusement une interdiction totale ou partielle de l'application. Aux États-Unis, TikTok a été au cœur d'un débat politique intense, illustrant parfaitement les enjeux autour de la souveraineté numérique et de la sécurité nationale face aux algorithmes opaques et contrôlés par ByteDance. Cette évolution soulève une question existentielle. Où placer la limite entre liberté numérique et sécurité nationale dans un monde dominé par les algos? D'ailleurs, dites-moi si c'est un sujet que vous voudriez que je traite dans une future vidéo dans les commentaires. Et maintenant, la partie où je vais peut-être pas me faire que des amis, mais bon, on est surtout d'accord qu'on ne sera pas d'accord sur l'autre grand phénomène qui est monté en puissance dans un monde Covid et post-Covid, c'est bien évidemment la désinformation. La désinformation n'est pas née avec la pandémie, mais elle a explosé comme jamais auparavant en pleine crise Covid. En 2020 et en 2021, selon l'OMS, on parle d'une véritable infodémie avec une acceptation du vaccin qui serait passée de 70 à moins de 50% en quelques mois, directement lié à la propagation massive de fake news sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que ça a été vendu
comme une puce 5G dans les vaccins. Mais je vais pas me lancer sur un débat vaccin, je suis un dev, un ex-prof et ex-directeur pédago d'une école d'informatique. Moi, mon domaine, c'est la tech. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas de puce 5G dans les vaccins, ça a juste aucun sens. Bref, ce qui était initialement limité à la santé s'est élargi en 2024 à 2025 à la politique et à l'électoral, avec 71% des Européens affirmant rencontrer régulièrement des fake news en ligne. Cette amplification des fake news est aujourd'hui propulsée par l'intelligence artificielle, dont on parlait un petit peu plus tôt, capable de générer des images, des vidéos et des profils réalistes en quelques secondes. Aujourd'hui, TikTok, Xbox, Facebook et j'en passe avec leurs algorithmes addictifs et opaques constituent une source majeure de préoccupation concernant cette fameuse désinformation. De simples passe-temps, de place publique, les réseaux sociaux se sont transformés en véritables vecteurs d'information capables d'influencer durablement les populations et les démocraties. Et réfléchir, avoir une pensée critique, multiplier les sources, être conscient du biais cognitif que l'on a sont des choses qui sont devenues essentielles pour bien naviguer l'information. Ce qui est sûr, c'est que la pandémie a profondément changé notre rapport à la tech. Entre télétravail hybride, dépendance assumée aux pays étrangers, e-commerce dominant, puissance des réseaux sociaux et la menace permanente de la désinformation amplifiée par l'intelligence artificielle, nous naviguons dans un futur numérique aussi fascinant qu'incertain. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu le confinement, la Covid et ces 5 dernières années? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et en tout cas personnellement, ça, je suis bien content de ne plus avoir à le porter. Ciao!